de cette lecture, pardon, excusez-moi, nous allons voyager dans le temps et dans la terre grâce à Lucie la taupe. Elle va vous faire découvrir toutes les richesses de la commune et même un peu plus. De moins 30 millions d'années, en passant par la préhistoire, l'époque gauloise, l'époque romaine, le haut Moyen-Âge, le Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle. Allez, c'est parti. Lucie est vieille maintenant. Depuis 1978, elle parcourt le sous-sol de la ville à la découverte de particularités géologiques et de vestiges archéologiques. Car c'est vrai qu'il est très riche en trésors de toutes sortes. Sous la terre, une mémoire est enterrée, cachée de tous. Mais c'était sans compter la pugnacité de Lucie et sa soif de connaissance. Savez-vous que la zone qui regroupe actuellement la poste et des habitations était il y a plus de 45 ans un terrain vague, recouvert de terre et de pierre? J'aime m'y aventurer, car même si nous sommes loin de la mer, il m'arrivait souvent de découvrir des coquillages pétrifiés qui vivaient il y a 30 millions d'années, des escargots, des oursins. Ces fossiles, comme on les appelle, se trouvaient dans du calcaire lutétien. Un géologue a découvert que ces blocs de roche n'étaient pas en place, puisqu'ils se trouvaient sur le limon des plateaux d'époque quaternaire, beaucoup plus récents. Ils avaient donc été amenés ici par l'homme à une époque inconnue. Les découvertes de Lucie ont incité certains humains à venir en chercher, comme M. Philippe Viette, qui en 1978 a trouvé le moule interne d'un Campanilopa gigantea, superbe témoignage de la vie sous-marine de Laurent le Lutétien. Voilà, la photo. D'un campanule, un Sericium giganteum, donc c'est de la même famille que ce qui a été trouvé à Saint-Germain-les-Corbeilles, sauf qu'à Saint-Germain-les-Corbeilles, c'était effectivement un moule interne que Véronique va vous montrer à la photo. Et ce fossile-là, il vient de la région de Reims, pour la petite histoire. Là, vous pouvez vous passer, c'est le type de calcaire qui se trouvait à Saint-Germain. Il y a un petit mollusque qui est à l'intérieur. Un jour, chassé par les constructeurs, j'ai dû changer de terrain précipitamment. Mais mes recherches ne se sont pas arrêtées là. De toute façon, il fallait que je creuse tout le temps, n'importe où. J'avais besoin de trouver des choses, plein de choses, et que je savais que j'étais au bon endroit. Non. Mon instinct me laissait penser que ce village était bien plus vieux que l'on ne pouvait l'imaginer. L'homme devait y habiter depuis très longtemps, car sur ce plateau fertile, tout pousse si bien. L'eau abonde et la forêt y est très présente. Tout ce dont l'homme avait besoin pour s'installer. J'ai trouvé! J'ai enfin trouvé les plus vieux vestiges de Saint-Germain-les-Corbeilles, au lieu-dit le trou à sable, en limite de Saint-Pierre-du-Perret. Il date de moins 50 000 ans. Ce jour-là, en 1986, elle avait envie de voyage, de grandes plages de sable blanc, de cocotiers. Quoi de mieux que d'aller creuser dans le sable d'une mer vieille de 30 millions d'années? Une véritable machine à remonter le temps. Elle s'attendait à découvrir des fossiles de coquillages, des dents de poissons et de requins disparus depuis très longtemps, comme en 2000 dans la carrière de Vers-sur-Essonne, comme vous voyez en photo. Ou bien des curiosités géologiques, comme la calcite de Bellecroix, ou encore les gogottes. La calcite de Bellecroix, vous pouvez vous le passer, mais ça va être un peu lourd. Donc là, c'est ce qu'on a ici. Ça, c'est des cristaux de calcite qui sont formés dans le grès. Et donc, ça a cristallisé. Alors, c'est un bloc de grès, hein, c'est de la pierre, c'est pour ça que c'est lourd. C'est assez dense, oui. Et les gogottes, c'est plutôt cette partie-là qui est un peu arrondie, qu'on voit ici au-dessus. Ça, c'est une concrétion faite à base de calcite, donc du calcaire qui s'est dissous. Et là, les gogottes, c'est de la silice qui s'est dissous, donc le sable qui s'est dissous et qui a concrétionné en forme
boules, ça ressemble à un charpet, comme un chien. Vous voyez là les roches, tu peux tourner la page. Alors, on voit ici les grosses pierres. Donc elle s'attendait à trouver des fossiles. Mais que nenni! Tous les fossiles avaient subi une décalcification et avaient disparu, dissous. Tant qu'aux cristaux et compressions, on se trouvait trop loin de Fontainebleau pour qu'elle puisse en mettre au jour. Donc ce sable-là, c'est le sable de Fontainebleau, il date de 30 millions d'années. Enfin de 32 à 28 millions d'années. À la place des fossiles, ce sont des silex qu'elle a découverts lors du percement des galeries. Elles l'ont gênée dans un premier temps, mais après les avoir observés plus finement, elle s'est aperçue qu'elles avaient été taillées par l'homme. Ce ne sont pas moins de 87 outils ou éclats qu'elle a remontés à la surface. Parmi eux, 2 très belles pièces, un biface cordiforme et un racloir moustérien. Magnifique. Ce sont certainement des hommes de Néandertal qui se sont installés ici pour tailler le silex et chasser. Ils sont nos cousins dont nous partageons 2 à 4% d'ADN. Nous, les Homo sapiens, nous ne sommes arrivés en France qu'autour de moins 45 000 ans. Finalement, j'ai dû partir, effectuer mes recherches ailleurs, car un jour, les bulldozers sont arrivés pour tout retourner. Depuis les années 80, le petit village a changé. Ce que j'aurais pu vous montrer, j'avais prévu. Ah. Donc là, on a Néandertal. Bon, j'ai pas un crâne de Homo sapiens, mais on l'a tous sur nous. C'est plus facile, mais du coup, on a un crâne, une copie d'un crâne de Néandertal. Ici, donc là je sais pas si tout le monde connaît, ça c'est un biface. Donc c'est le couteau suisse de l'homme préhistorique. Ça a été taillé pendant 1 million d'années. Au départ, l'homme préhistorique, il y a 2,5 millions, enfin un peu plus maintenant, il prend un galet et il va le casser. Il va faire 1 éclat, 2 éclats, il y a une arête qui se forme. Et pendant 1 million d'années, il va utiliser ce galet-là et après ils vont arriver à créer de toutes pièces, donc dans un bloc sans forme, ils vont arriver à donner cette forme-là, donc c'est ce qu'on appelle un biface. Comment tu en as qu'on peut faire passer? Si c'est là, tu prends le... Pas sûr. Ouais. Depuis les années 80, le petit village a changé. De nombreuses constructions sont venues remplacer les champs et les zones de prairies. Maisons et bâtiments ont fleuri un peu partout. Mais à certains endroits, des peintres sont venus égayer les murs, comme celui situé le long de la galerie commerciale La Croix-Verte. C'est là que se trouve la fresque de Jean-Baptiste Collin, dit JBC. J'aime beaucoup m'arrêter devant. Elle est pleine de couleurs et de mouvements. Elle me rappelle beaucoup les grottes ornées datant de la préhistoire, que j'ai pu visiter en Dordogne, le long de la Vézère, en Ardèche ou vers Cassis. Malheureusement, je n'ai rien découvert de tel sur la commune ou celle environnante. Il faut savoir qu'ici aussi, en Île-de-France, cet art est très présent. Il y a quelques traces de peinture ancienne et de gravures dans la forêt de Fontainebleau, autour de moins 13 000 ans, sur la commune de Noisy-sur-École, à la Ségognole. Ça, c'est ce qu'on appelle actuellement l'origine du monde préhistorique. Donc ça, c'est gravé. Au fond d'une cavité, on ne peut pas aller la voir, il y a des risques d'érosion, de la détruire. Donc l'homme préhistorique, il y a 13 000 ans, enfin moins 13 000 ans, il y a 15 000 ans, il a utilisé des fissures dans la roche pour pouvoir faire la vulve. La pierre à votre gauche, aussi. Ouais. Les pierres que je vous fais circuler, donc c'est pas des vraies, elles ont été taillées par moi, mais c'est la même technique utilisée à l'époque. Donc là, pour en revenir à cette gravure donc, elle a été utilisée, ils ont utilisé des fissures pour pouvoir faire une vulve, et de part et d'autre, il y a des chevaux de Przewalski qui sont gravés, des gravures très très fines.
Vous pourrez voir après le document où vous passez. Ce qui est intéressant, lorsqu'il pleut, il y a une petite cuvette sur le dessus du rocher. La cuvette se remplit d'eau. Lorsque la cuvette est pleine, elle se vide, l'eau ruisselle et passe par la vulve. Et en plus, là, ils viennent de découvrir que cette eau qui ruisselle irait dans une zone qui serait la première carte la plus ancienne au monde. Il y a des bosses naturelles et en fin de compte, il y a des creusements et il y a des traits qui ont été mis qui représenteraient le paysage autour. Donc c'est sorti il y a quelques temps en actualité. Donc là, à la Ségognole, à l'Archamp, à la grotte à la peinture, c'est ce que vous voyez au-dessus, en partie haute. C'est du rouge. C'est une peinture rouge, et ainsi que à la Boutigny. La Boutigny, c'est découverte, je crois, au 19e siècle, dans une carrière, et sont tombés sur une plaque. Malheureusement, il n'y a pas la tête, c'est un cheval de Przewalski. Ça ressemble à des peintures de Lascaux, ça ressemble, enfin, on est vraiment sur la préhistoire assez ancienne. Mais surtout, ce qui est intéressant à Fontainebleau, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il y a des gravures datant du Mésolithique. Il y a donc, autour de moins de 1500 ans, comme l'abri sous roche de Villeneuve-sur-Omer. Donc là, c'est un abri, pourquoi on fait l'exemple, c'est un abri que nous, on a découvert. Après, quand je vais vous dire le nombre des autres qui ont été découverts, c'est une petite découverte. En gros, dans le massif de Fontainebleau, il y a 2500 endroits où il y a ce type de gravure-là. C'est vraiment un lieu de la préhistoire très très important. Donc, on dit Fontainebleau, mais c'est le massif de Fontainebleau, c'est-à-dire que ça va jusqu'à Auvers-Saint-Georges, ça monte aussi, du moment qu'il y a du sable et du grès. En fin de compte, c'est cette culture-là, au Mésolithique, ils ont gravé dans le grès. Donc comme je viens de vous dire effectivement que Villeneuve-sur-Omer, nous on y a intervenu, on a dégagé, on a nettoyé, et on a aussi trouvé des choses. C'est accessible en se baladant sur Fontainebleau? Alors oui, il y a des abris qui sont accessibles, mais en gros les archéologues et le parc du Gâtinais ne veulent pas vraiment que les gens y aillent. Non, il y a un parcours, je crois, alors je ne sais plus, vers Milly-la-Forêt, il me semble, il y a un parcours de découverte des gravures, mais avec des facsimilés, avec des panneaux. Par contre, là, on ne voit pas très bien. Donc là, c'est une plaquette de grès qui s'est détachée des parois. Et donc si on la tourne, normalement avec la lumière, avec les ombres, vous voyez des traits. Donc ça, c'est quelqu'un qui, grâce à un gravoir, soit du grès très dur en quartzite, soit avec un silex, a gravé les parois, a gravé des damiers. Je me tourne. Donc, voilà. Donc on joue avec la lumière. Donc sans lumière, on voit aussi un peu, mais ça accentue le fait d'avoir les ombres. Ici, je fais attention quand même. C'est pas une copie, celui-là. Non, c'est des voiles. C'est pour ça que je ne peux pas passer les objets. Les Mésolithiques, ça date de quand? Moins 8500 ans, dans notre région. Donc c'est une transition entre le paléolithique et le néolithique. À cette époque-là, il y a l'invention de l'arc et de la flèche, mais ils sont toujours des chasseurs-cueilleurs et ils se déplacent toujours. Ils ne sont pas encore sédentaires. Et aussi par rapport justement à ces gravures, il y en a sur des parcours d'escalade de blocs à Fontainebleau qui sont vraiment abîmés parce que c'est pas mentionné et donc pour ceux qui escaladent, ça abîme les gravures. Il y en a qui sont visibles sur le parcours d'escalade. Bien plus proche de nous, il ne faut pas oublier la fabuleuse découverte faite par les préhistoriens sur le site magdalénien d'Étiole, lieu de campement, de chasse et de taille de silex il y a moins 12 500 ans. Il s'agit d'un galet calcaire. Donc là, ce que vous voyez, c'est la fouille d'Étiole, enfin c'est une phase de la fouille d'Étiole, avec un campement. Ce que vous voyez, les pierres blanches, c'est un foyer. Le foyer se trouvait normalement dans une hutte. Et dans une des pierres du foyer, là où vous avez la flèche en bas, se trouvait donc une pierre. Et cette pierre, après l'avoir nettoyée en laboratoire, ils se sont aperçus qu'elle était gravée. Et pas n'importe quelle gravure. Donc c'est un galet calcaire qui fait une trentaine de centimètres et elle fait 3 kg. Et elle faisait donc partie des pierres qui entouraient un foyer. Ces deux faces sont gravées. D'un côté, on trouve un cheval et un être. Je les montre.
Donc vous avez le galet en haut et vous avez la représentation, le dessin, l'interprétation qui a été faite parce que les gravures sont vraiment très fines. Le galet il est recouvert d'une cote de concrétion de calcaire, donc ça se voit pas très bien. Et après, analyse et pas vraiment nettoyage, mais bon, ils ont vu effectivement que sur cette face-là ici, on a un cheval, le cheval de Przewalski, et là on a une figure mi-homme, mi-animal ici. Et là, on a un cheval encore qui est ici, et on a deux rennes, un qui est ici et un autre qui doit être superposé. Bon, après, il faut nous croire un peu, mais dans la description, c'est ce qu'il y a. Après, c'est difficile de lire exactement les choses. Pourquoi le cheval s'appelle Przewalski? Je crois que c'est la personne qui l'a étudié et qui l'a. Et ce cheval, il était en voie de disparition il y a encore quelques années. Il a été réintroduit dans les Pyrénées, il me semble. Il y en a dans les Pyrénées actuellement. Et ce cheval est caractéristique. Il a vraiment une panse très basse et très. Les Magdaléniens, Oui. ils étaient à Étiole, Oui. surtout. Là, non, on en trouve un peu partout. Mais À Étiole, il y avait un guet. Ils tuaient les reines, ils se nourrissaient ça. de... Mais il ne restait pas, c'est un campement, Ah, ce sont des campements de chasse et d'extraction de silex. En fin de compte, il y a un an ou deux, les archéologues, parce que dans l'ancien parc, l'ancien parc de l'UFM, la mairie d'Étiole va certainement construire, et donc ils ont fait des sondages archéologiques et ils sont tombés sur l'affleurement, en creusant, l'affleurement des zones de silex que le Magdalénien à l'époque extrayait pour pouvoir faire des grandes lames. En fin de compte, à Étiole, c'est là où étaient découvertes les plus grandes lames de silex de cette époque-là. Je ne sais plus combien de centimètres, mais c'est vraiment... Donc le galet, il est visible au musée de Nemours, au musée d'archéologie, de préhistoire, pardon, de Nemours. À quelques mètres de là, à proximité de la station-service et de la galerie commerciale, se trouvait jusqu'en 1920 une construction du néolithique final datée de moins de 1500 ans. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu la salle d'exposition qu'il y a dans l'espace culturel. Si vous ne l'avez pas vu, ce sera l'occasion d'y aller tout à l'heure. Quand vous entrez dans l'espace culturel, il faut prendre à droite, c'est le petit couloir, et ça vous amène à une salle d'exposition où il y a donc une partie des découvertes que l'association a fait, plus d'autres vestiges qui ont été découverts il y a très longtemps. Dont cette construction que je vais vous parler. Et vous pourrez voir une reconstitution d'une petite maquette de cette structure. Donc jusqu'en 1920, une construction du néolithique final datée de moins de 2500 ans. Il s'agissait d'une allée couverte, une sépulture collective constituée de grosses dalles en grès. Ce mégalithe, ce n'est pas moi qui l'ai découvert, mais mon arrière-grand-mère taupe, en 1906, qui fut la première à remonter des silex et des morceaux d'os. Elle aimait bien frotter son dos sur les gros blocs de grès. Des érudits et des archéologues sont venus en 1910 afin d'étudier ce monument. Ils ont fait des photos, des plans et ont analysé le matériel précédemment découvert. Des haches en grès et en silex, des couteaux, du Pressigny, un petit tranchet en silex. Donc là par exemple, là vous avez un poignard, enfin un couteau. Donc celui-là, alors il ne vient pas d'ici, il a été trouvé dans la région de Châtellerault, dans les champs, à la surface des champs. Il a évité les chocs avec la charrue, et voilà. Je ne peux pas le passer. Donc on voit les retouches, au départ on a une lame, ce qu'on parlait tout à l'heure, les Magdaléniens, eux, ils faisaient des grandes lames. Et à partir des grandes lames, et ben, ça permettait après, avec un percuteur, donc c'est un petit galet, un petit marteau, et donc on va taper, et on va donner une forme, on va faire ce qu'on appelle des retouches. Donc ça va permettre ça va diminuer l'aspect coupant, le tranchant du silex, mais ça va permettre d'endurcir quelque part l'arête. Et donc elle va pouvoir résister. Et donc là, il a donné effectivement la forme en pointe. Et après ici, la coche que vous voyez ici, c'est pour pouvoir mettre le lien, pour pouvoir mettre le manche. Voilà. Je suis perdu. Et donc il y avait aussi donc, un petit tranchet, un poinçon en os, un fragment de poterie néolithique et des fragments d'os humain.
Parce qu'il ne faut pas oublier que cette structure, donc le dolmen, l'allée couverte, le tumulus, c'est une sépulture collective datant du néolithique. Donc ils enterraient plein de personnes à l'intérieur. Cet édifice mesurait 6,90 m de longueur, 1,80 m de large à l'entrée et 2,40 m dans la partie du fond. Il était constitué de plusieurs grosses dalles de grès positionnées à la verticale, formant un couloir. Cet ensemble devait être surmonté d'autres pierres. Donc là, on voit son état partiellement détruit. Vous voyez ces grosses dalles de grès qui sont ici, mais la verticale, ça forme un couloir. Il faut imaginer des dalles au-dessus. Il faut imaginer une voûte constituée de pierres et de terre, ce qu'on appelle un tumulus. Il y a encore des tumulus en Bretagne. On cite la Bretagne, mais il y en a un peu partout, hein, les tumulus. Mais en gros, la Bretagne, c'est le plus connu. Et des tumulus, il y en a encore qui sont conservés en Bretagne. Gavrinis, c'est un bel exemple, je ne sais pas pour ceux qui le connaissent, avec des gravures qui sont sur les roches. Et là, nous avions la même chose à Saint-Germain. Enfin, pas avec les gravures, mais nous avions la même chose. Donc une butte, certainement une butte de terre et de pierre, qui au fur et à mesure des années a été arasée pour pouvoir cultiver la terre. La remise en culture, c'est ce qui a malheureusement causé la destruction de ce mégalithe. Malgré donc, la visite des érudits et des archéologues en 1910, qui ont écrit comme quoi il fallait impérativement sauvegarder ce monument. Est-ce que vous l'avez vu ici? Non. Voilà. Depuis, il a été dynamité certainement, et il se trouvait donc pas très loin de la station-service, entre la station-service et puis le cimetière. On a quelques photos qui présentent le lieu. Donc voilà. Par contre, la malédiction ne s'est pas arrêtée là, puisque les objets ont été volés par les soldats allemands au moment de leur départ, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Vous pouvez vous en faire quand même une idée grâce à la reconstitution qui a été réalisée en terre à partir des dessins exécutés en 1910. Ils sont visibles dans une des vitrines de la salle d'exposition, que vous irez voir tout à l'heure. Tu as montré les objets, non? Là, il y a les dessins, mais ils sont en bas. Enfin, Non, ils sont après. voilà. Donc là grâce aux archéologues de 1910, c'est pour ça que l'archéologie est aussi intéressante et importante, de laisser des traces, de photographier, de documenter. C'est que là, en 1910, ils ont réussi à dessiner. Les objets ont été sortis de terre, ont été présentés dans une vitrine dans le château d'Arblay, volés par les Allemands, disparus. Mais en fin de compte, on les a encore quelque part. On garde la mémoire, et c'est vraiment important. Actuellement, on peut encore voir de nombreux blocs de grès à côté du cimetière. Peut-être s'agit-il des pierres de cet édifice, mais ce n'est pas certain. J'ai voulu découvrir l'endroit où vivaient les hommes qui avaient construit ce mégalithe. Et je suis parti en direction d'un cours d'eau, en me disant que l'endroit était accueillant. J'ai découvert de nombreuses traces d'occupation du néolithique le long du rue des Préaux, sur les communes de Saint-Germain-les-Corbeilles et de Saint-Pierre-du-Perret. Malheureusement, rive droite du Rue, les terrains de Villouvette et de la Mare de la Viorne ont presque totalement été urbanisés. Mais il y a quelques dizaines d'années en arrière, il y avait des champs qui eux aussi faisaient partie de mes terrains de chasse. Écoutons ce que Lucie a à nous dire à propos des découvertes effectuées au lieu-dit Villouvette. Au début, je n'avais pas compris que tous ces cailloux qui musaient mes griffes étaient de très vieux outils en silex et que s'ils se trouvaient là, c'est que l'homme préhistorique y avait habité. C'était au néolithique, à l'âge de la pierre polie. Écoutez, donc là c'est le silex contre un bloc de grès contre un polissoir, pour arriver à voir ce poli là. Faut aller faire passer le fragment de hache. Ce ne sont pas moins de 80 objets qui ont été récoltés, parmi lesquels 2 blocs d'ocre rouge et un petit novule sphérique d'azurite, ainsi que quelques tessons épais de céramique non tournée. Le mobilier lithique est constitué de haches polies ou herminettes, de perçoirs, de grattoirs, d'un petit tranchet, d'éclats de taille et de lame. Je vous ai amené, en gros ici, là, ce sont nos trésors. On met dans des cagettes, on met dans des boîtes, et on collecte, donc on conserve les objets. Donc là, ce que je viens de vous décrire, Villouvette, donc voilà les silex qui ont été ramassés. Et chaque silex est inscrit et numéroté, pour ne pas perdre l'information comme quoi ce silex est trouvé à tel ou tel moment.
Donc là, il y a les dessins, effectivement, de certaines pièces qui ne sont pas là. Il y a des haches, des choses comme ça qui proviennent effectivement de ce site. Des perçoirs, des grattoirs. Voilà enfin ce que Lucie a trouvé au lieu-dit la mare de la Viande, sur Saint-Germain-les-Corbeilles, puis sur Saint-Pierre-du-Perret, après le départ des archéologues. Là encore, c'est en creusant ces galeries, à la recherche de vers de terre, qu'elle est tombée sur des vestiges d'une occupation du néolithique. 62 au total. Donc là, c'est le trou à sable, la mare de la Viande, Saint-Germain-les-Corbeilles. Donc ça pourrait on pourrait croire que c'est des vulgaires cailloux, mais toutes ces pierres-là ont été taillées par l'homme. En continuant à explorer le champ, le long du bois des préaux, elle a découvert des lames du Paléolithique. Donc le Paléolithique, c'est plus ancien. C'est ce qu'on a ici. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai commencé par le biface. Moins 50 000 ans, ces silex-là sont effectivement peut-être de cette époque. Il y a d'autres vestiges du néolithique en grande quantité, 70 au total. Des ratoirs, des grattoirs, meulagrins. Meulagrin, j'en avais une à vous présenter, je ne sais plus où elle est. Ah, elle est là, elle est là. Alors cette meulagrin, elle ne vient pas de Saint-Germain, mais elle vient d'à côté de Tigerie. Elle est vraiment pratique parce qu'elle est petite, parce que d'habitude c'est des très très gros blocs. Donc là c'est un morceau de grès, ici, et qui a été bouchardé. Ce qu'on appelle, c'est qu'avec un morceau de silex, ils vont user, ils vont former une cuvette, et après ils vont polir avec un broyon ici, et ils vont écraser le grain. Qu'est-ce qui vous sert là? Les céréales, c'est au néolithique. Il y a plein de céréales. Après je connais plus les noms de seigle et autres céréales, mais du moment que l'homme se sédentarise, il y a moins de 4500 ans, il va cultiver les céréales. Il va faire de l'élevage, il va arrêter un peu la chasse, il va couper les arbres beaucoup pour faire des constructions, des maisons en bois. Voilà. Vous pouvez vous la faire passer si vous voulez, c'est lourd, mais c'est intéressant. Je ne passe pas les deux, mais c'est la même chose, hein, sauf que là c'est plus petit. Là on a la partie dormante, qu'on appelle la partie qui est au sol, et le broyon permet d'écraser. Et donc, il y avait des pointes de flèche, des scies à encoche, toutes sortes de choses. En 1986, juste avant la pose de tuyaux d'assainissement, elle a aussi découvert un puits d'époque gauloise, employé en dépotoir. Le puits reposait sur des madriers de 1,13 m de longueur, sur lesquels reposait un cuvelage de rondins de bois. Donc le cuvelage, c'est ce qui fait le tour du puits. Assemblés entre eux et façonnés à la scie et à la hache. L'ensemble semble avoir été calé par de grosses pierres et des fragments d'amphores. Ici, vous avez le plan effectivement du puits. Alors, c'est pas forcément très clair comme ça, mais là, ici, vous avez la vue de dessus, de ce qu'on voit au sol. Et là, on a coupé en deux la structure. Et là, on voit ce qu'il y a en coupe. En gros, on voit le trou, la fosse du puits. Et au fond, on a les dessins des madriers. Ce qui est en noir, ce sont des pierres. Il y a le morceau d'amphore, c'est l'étoile. Et donc ça, c'est un puits qui a été fouillé en vitesse parce qu'il y avait une tranchée pour mettre une canalisation. Donc il a fallu intervenir très rapidement. En 1988, toujours le long du bois, c'est un site gaulois et gallo-romain qui a été fouillé par les archéologues avant la construction d'un lotissement. Les vestiges romains faisaient partie d'une petite exploitation agricole du IVe siècle après Jésus-Christ, qui comprenait un bâtiment de plan basilical, donc un bâtiment rectangulaire, avec des contreforts et des trous de poteaux. Les vestiges gaulois correspondaient à un petit habitat de la Tène ancienne, caractérisé par des trous de poteaux et quelques fosses. Donc à l'époque gauloise, ils construisaient essentiellement en terre et en bois, c'est ce que vous voyez ici. Donc là, cette représentation, donc on voit un morceau de mur. C'est aussi bien utilisé depuis le néolithique, l'âge du fer, l'époque gauloise, mais aussi à la fin on en parlera tout à l'heure, à la fin de l'Empire romain, il va y avoir des constructions mérovingiennes et carolingiennes qui seront faites de la même façon. Donc il y a moins d'argent, les gens vont utiliser les matériaux qu'il y a sous leur... Là, c'est plus une question de... Enfin, plus trop une question de technologie. On va dire qu'au néolithique, l'époque gauloise et tout, ils n'avaient pas la technologie.
c'est les Romains qui l'ont eu et qui ont apporté cette technologie, et donc on a appelé après la civilisation gallo-romaine, donc les Gaulois avec les Romains, qui avaient des villas romaines, qui avaient des constructions, beaucoup de constructions en pierre. Et par contre, après, c'est vraiment un problème économique. C'est-à-dire que dans les campagnes, la plupart des maisons sont comme ça. Par contre, ça résiste très aussi. Et, comment? Oui, c'est ça, financière. Et c'était dans quel coin, là, tu vois, Le- ces vestiges, là? Tout ce que je vous décris, Non, ce que vous disiez, la mare de la Viande, là, c'est le long du bois des Préaux. En gros, c'est toutes les maisons qui sont le long du golfe de Saint-Pierre. On a Saint-Germain, on a les maisons de Saint-Germain, le bois des Préaux, et derrière, c'était tout ça. Par contre, c'était un champ, et le long du champ, il y avait pas mal de choses, même dans le champ. Vous verrez là sur un des panneaux dans l'espace culturel, je crois qu'il y a plus d'une vingtaine de sites qui sont indiqués, mais c'est que sur Saint-Germain-les-Corbeilles. Après sur Saint-Pierre, c'est aussi, il y a plein de sites, et encore c'est que ceux qu'on connaît. Il y a plein de sites qui sont détruits tous les jours. Bon. Quelque part, tous les jours, on détruit, on brûle des médiathèques. Enfin pour moi, hein, c'est mon avis, mais avec là, l'urbanisation, de toute façon, il y a plein de c'est choses ça. qu'on ne peut plus regarder, plus fouiller, j'imagine. Il y a le problème d'argent, on en revient à l'argent, au temps, à ce que ça coûte, et aussi après la préservation, c'est-à-dire où est-ce qu'on va mettre tous les objets qu'on va trouver et tout ça. Mais déjà le fait d'aller voir et de fouiller, même si on ne peut pas tout récupérer, on peut documenter. Et ça, malheureusement, ça se fait pas. Il y a plein de fouilles tout le temps, hein, mais sauf qu'il y a plein de constructions encore plus. Donc c'est un paradoxe. Sinon tu peux, pose-le là. Merci Elisa. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après le départ des archéologues, donc c'était des archéologues professionnels hein, qui le fouillaient, Lucie, donc, elle s'est promenée sur la fouille et elle a découvert, donc elle a fait une formidable découverte, elle a découvert un puits. Et ce puits, donc il n'était pas forcément facile à voir, c'était un tas de pierres. Sauf que des fois, un tas de pierres un peu arrondi, ça porte à l'intérêt et en creusant un peu au centre, elle s'est aperçue que c'était plutôt un puits. Et dans le puits, il y avait une caisse, enfin une caisse, il y avait les restes d'une caisse de charpentier qui avait été posée ou jetée, mais plutôt cachée. Je vais vous dire pourquoi cachée. Et qui contenait donc plein d'outils du charpentier à l'intérieur. Donc ça, c'est une caisse d'époque romaine, hein, 4e siècle après Jésus-Christ. Ça a été trouvé quand, ça, du coup? C'était en 88. C'est récent. Alors je suis pas Lucie, mais j'avais 18 ans à cette époque-là. Et donc quand on a vu fouiller le puits, donc ça touchait là et là, c'était vraiment. À un moment donné, je pose la main comme ça, je sens quelque chose, je tire, et là, je sais plus lequel des outils vient dans les mains. Et vous y étiez? Enfin, c'est moi qui ai fouillé, qui ai trouvé. D'accord. Et c'est dans quel coin, ça? Non, mais en gros l'histoire que je raconte, c'est effectivement, c'est Lucie qui a découvert. Lucie, c'est la taupe, c'est l'animal fétiche, on va dire, de l'archéologue, détesté d'autres personnes, mais qui nous aide vraiment hein, pour trouver des choses. Oui, je vous dirai après, c'est pas une blague. Du coup, j'ai choisi cette Lucie pour partager avec vous effectivement une sorte de petit conte, de petit rêve, en disant c'est la taupe qui a découvert tout ça. Mais c'est grâce aussi à l'association qui est ici que vous avez tout ça, que vous pourrez voir tout ce qu'il y a dans l'espace, et tout ce que je vous raconte, c'est grâce, c'est pas que nous, hein, il y a plein d'archéologues professionnels, il y a plein d'autres personnes, mais c'est l'association, voilà. Donc ça se trouvait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le long du bois des Préaux, là, dans les maisons de Saint-Pierre-du-Père. Donc je peux vous faire la liste. Il y avait donc une hache, une serpe, une bézaigue, un crochet de levage, une tarière à cuillère, 2 herminettes, un marteau, un couteau à dos, une clochette, une plaque perforée. Cette découverte, c'est pour ça que peut-être que ça a été posé, parce que cette découverte elle est à mettre en relation avec celle faite sur le site de Bliesbruck, à la frontière sarroise en Lorraine, où la fouille d'un puits a révélé un matériel identique daté de la même période. C'est la même chose, car en Lorraine a été trouvé le même type à la même époque. Étonnant. De tous ces sites qu'elle a découverts, plus aucun n'existe aujourd'hui. C'est bien vrai. Alors elle est repartie sur d'autres terrains, pensant trouver un peu de répit, mais c'était sans compter la soif de construction des hommes. C'est ce que vous disait. Avant, j'aimais passer de l'autre côté de la Francilienne, au lieu dit la butte de Gravois.
Mais malheureusement, cela ne m'est plus possible. Car les gens là-bas, ils m'aiment pas beaucoup. Ils n'aiment pas mes trous. Pourtant, les miens, ils sont plus beaux que les leurs. C'est un golf qui a remplacé mon terrain de chasse. Et des humains sont venus y habiter. Mais je ne suis pas sûr qu'ils sachent que bien avant eux, il y avait une somptueuse villa gallo-romaine avec ses bâtiments agricoles, sa cave, son puits, son pavillon d'entrée, et qu'ensuite, après l'effondrement dans l'Empire romain, un village s'y est installé jusqu'au XIIe siècle, puis une ferme. Les personnes disent que c'est un certain Daniel qui a découvert ceci, mais je peux vous assurer que j'étais là avant lui. Bon, d'accord, je vais vous l'avouer maintenant. Ce sont ces pas et ces allers-retours incessants à la recherche d'objets anciens qui m'ont intrigué et conduit jusqu'à ces découvertes fantastiques. C'est en 1988 que Lucie a vraiment pris peur, lorsqu'elle a vu arriver des engins de chantier, des algécos et des gens, plein de gens, qui ont commencé à retourner la terre. Tous ces trésors allaient disparaître. Toute cette mémoire de plusieurs millénaires allait partir en fumée. Mais au bout d'un moment, elle a distingué un groupe de femmes et d'hommes différents des autres. Bien sûr, ils étaient accompagnés d'une pelleteuse. Mais contrairement aux autres, cette pelleteuse-là, elle caressait la terre. Je suis désolé. Elle caressait la terre au lieu d'enfoncer ses dents pour lui faire du mal. À certains moments, l'engin s'arrêtait comme s'il était aux ordres de la personne située devant qui venait de lui faire un signe. Ensuite, l'humain s'accroupissait et grattait la terre avec une truelle. Ça, c'est notre... c'est l'anneau dans... l'anneau de Sauron dans... Le Seigneur des Anneaux, c'est l'outil privilégié des archéologues. C'est vraiment quelque chose qui est, voilà, qui est indispensable pour nous. Je vous la fais passer. Attention, ça peut faire mal. Donc elle a une forme caractéristique. C'est pas une truelle de maçon, c'est pas une truelle. Voilà, elle a vraiment cette forme hexagonale. Et qui permet effectivement de creuser dans le sol, de couper, de lisser la terre, d'arracher. Et des trésors, il y en avait des tonnes. Donc, excusez-moi. Ensuite, l'humain s'accroupissait et grattait la terre avec une truelle pour découvrir un trésor peut-être. Et des trésors, il y en avait des tonnes. Lucie le savait et ces gens-là n'allaient pas tarder à s'en rendre compte. Ce nouveau groupe de personnes, des archéologues, allait rester de nombreux mois sur ce terrain pour mettre au jour notre histoire et essayer de la préserver. Je vais vous décrire ce que Lucie et les archéologues ont trouvé. À la surface des champs, de nombreux outils en silex, comme on a pu voir tout à l'heure. Des fosses et des silos datant du VIe siècle, de l'âge du fer. Et ensuite, les fondations d'une ferme romaine, une villa, datant de la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Contrairement aux occupations antérieures, elle a été construite en pierre liée au mortier de chaux, avec de lourdes tuiles. C'est ce que vous voyez ici. Là, c'est un exemple du toit d'une villa romaine, avec les tuiles plates, les tédulas, les tuiles rondes, des imbrisses. Donc il faut imaginer une charpente très très importante pour pouvoir contenir le poids de cette toiture. Et donc, cette villa comprenait une partie résidentielle, la pars urbana, en forme de U, avec une petite cour intérieure, certainement arborée, clos par un mur avec un pavillon d'entrée et une partie agricole. La pars agraria, constituée par 3 bâtiments. Donc là, vous avez une vue aérienne, on ne voit pas très très bien, mais on a ici, donc c'est une vue prise d'un ballon dirigeable, je crois. Et on voit des traits, ici, là, vous devinez un peu des traits. C'est pas beaucoup, hein. On voit des traits, ça c'est la végétation qui fait ça, les traits. Pourquoi? C'est que là c'était un champ de blé, c'était en été, c'était au mois de juin, mais le blé n'était pas encore totalement mûr. Par contre, à l'endroit où il y avait des pierres en dessous, il y avait moins d'eau, et donc le blé à cet endroit-là, eh ben, il était plus mûr, il était plus jaune. Et ça forme des lignes. Et vu de haut, eh ben, on voit se dessiner le plan. Si ça avait été un fossé,
ça aurait été l'inverse. Alors qu'un fossé, il va se remplir d'eau, la plante, elle va pouvoir puiser et elle va devenir verte plus longtemps. Elle va rester verte plus longtemps. Et par contre, vous verrez la même chose, c'est-à-dire que vous verrez quand même une différence. Et ce sera vert sur jaune, alors que là, c'est plus jaune sur vert. Et là, vous avez le plan, après fouille, de la Villa romaine. Donc là, il y a plein de traits, mais en gros, on a une forme en U ici, là, et on a les bâtiments agricoles qui sont là. Là, on a la forme en U ici, et on a les bâtiments agricoles qui sont ici. Et tous les ronds que vous voyez à l'intérieur, c'est ce qu'il y a eu après. Après la Villa romaine, elle a duré jusqu'à la fin 4e, début 5e siècle. Et à partir du 6e siècle, on a un village du Haut Moyen-Âge qui s'installe à l'intérieur. Mais il y a une partie donc, des bâtiments qui sont à raser, un bâtiment agricole et une partie de l'aile gauche. Par contre, tout le reste du bâti de la Villa romaine va rester debout, il semblerait, jusqu'au 11e, 12e siècle. Il n'y a aucune structure du Moyen-Âge qu'on a retrouvée à l'intérieur. On en déduit effectivement qu'elle a été toujours occupée jusqu'à cette époque-là. C'est une hypothèse. Après cette période-là, donc ce qui est intéressant, c'est qu'au XIIe siècle, donc il y a certainement un déplacement de ce village-là vers ici. C'est-à-dire qu'il y a eu un changement certainement de culture. C'est-à-dire qu'ils cultivaient des céréales à la butte de Gravois, et ils sont peut-être mis à cultiver la vigne. Donc ils sont venus sur les coteaux. Et ils sont venus vers l'église, ils sont venus dans ce coin-là. La butte de Gravois, au XIIIe siècle, on retrouve quelques objets. La butte de Gravois, c'est où? Parce que je connais pas bien. C'est sous le golfe de Saint-Germain. Ah d'accord. La butte à Gravats, la butte de pierre, la butte avec des vestiges. Et ça a toujours resté. Je suis en train de chercher encore ce que je voulais vous montrer. Si, c'est là. Voilà. J'ai deux mâles au trésor en fait. Deux trésors. Non, deux mâles. Ah, avant ça. Tout à l'heure on a parlé. Alors l'époque gauloise, j'ai pas, on pourra aller voir là-bas dans la salle d'exposition. Par contre, je peux vous montrer. Donc il y a deux poteries romaines. Donc là vous avez un pot à cuire, un pot pour faire réchauffer les aliments. Il ne faut pas le mettre à la flamme sinon il va exploser. Par contre, il prend quand même bien la chaleur. Donc il a été restauré, hein. Toutes ces céramiques-là, elles sont toutes cassées, on fouille les poubelles. Hein. Donc c'est de la commune grise qu'on appelle. C'est une céramique pas trop chère. C'est le 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est ça? Non, alors c'est l'époque romaine. Donc du coup, ça va du 1er siècle jusqu'au 5e. Jusqu'au 4e siècle. Pas 5e, 4e. Donc on est avant. Là, on est à l'époque romaine. Et je vous disais donc jusqu'au 12e siècle. Et au 13e, il y a des traces d'occupation, comme quoi il y a quelque chose qui se met en place, un habitat qui se met en place pas très loin. Et en fin de compte, il y a une ferme au 14e siècle qui a attesté, là je vais vous lire le petit texte, parce que je ne connais pas de tête. Il y a une ferme, c'est la ferme de Gravois, avec un hameau qui s'installe à 600 mètres de l'emplacement de la villa. Et on trouve donc ce type de céramique. C'est de la flammulée, céramique à décor peint rouge, des cruches. Donc, voilà. Il y a deux anses. Vous voyez le décor peint rouge à la main, souvent. Et on retrouve la céramique glacurée, la vernissée verte et jaune qu'on a ici. Là, c'est de la vraie céramique, des vrais fragments. Voilà ça. Donc là, ici, vous avez une construction où on avait reconstruit deux cabanes, une cabane à Saint-Pierre et une cabane à Étiole, dans le parc du UFM. Donc c'est une cabane qui était une cabane escalée à deux trous de poteaux, faite avec des roseaux, avec des murs en torchis. Bon, malheureusement, depuis, elle a été détruite. Mais, on a poussé l'archéologie, ce qu'on appelle de l'archéologie expérimentale, on a poussé l'archéologie jusqu'à fabriquer, à refaire des choses pour voir si les hypothèses qu'on avait, ce qu'on avait trouvé sur le sol et qu'on a dit « Ah, c'est comme ça qu'ils l'ont fait », et ben, on a essayé de le vérifier. Donc, on a fait des fours à pain à Saint-Pierre-du-Perret et à Étiole. En creusant
dans le limon argileux en chauffant, en mettant un feu à l'intérieur, et la terre, le limon argileux se rubéfie, enfin, devient rouge et restitue la chaleur. Et ça, on a prouvé que ça fonctionnait sans avoir besoin de cheminée. C'était vraiment très intéressant, il y a un petit film dessus. Et pour terminer par rapport à la ferme, elle a existé donc jusqu'au XXe siècle. En 1901, donc le hameau de Gravois, il comptait 12 habitants. L'ensemble des bâtiments a été malheureusement démoli peu avant 1908 afin d'agrandir la surface cultivable du domaine de la famille Dardenne. Tout appartenait, les terrains, à la famille Dardenne. Donc voilà. Et là, Lucie a dit « Malheureusement, je ne connaissais pas l'existence de ce lieu et aucune fouille n'y a été faite. » Après avoir vu disparaître ces vestiges inestimables et s'être pris quelques balles de golf sur la tête, Lucie est repartie se réfugier à l'intérieur d'un bois. C'est dans le bois des Préaux que j'ai découvert des bâtiments gallo-romains du 3e au 4e siècle après Jésus-Christ. Cela faisait déjà quelques heures que je percevais des vibrations et que je voyais 2 personnes arpenter le bois en scrutant le sol et les chablis provoqués par la tempête de 1999 à la recherche de vestiges. Je les ai devancés et je suis tombé sur un mur de bâtiments anciens. Donc là, on est dans le bois des Préaux. Donc là, le site dont je vais vous parler, il y a quelques objets qui sont dans la salle. Par contre, on n'indique pas l'endroit où ça se trouve parce que le site n'est pas totalement fouillé. On a fait des sondages dessus. C'est grâce donc à un arbre déraciné de la tempête de 99 qu'on a pu voir des choses dans les racines de l'arbre, dans la terre. Il y a eu 3 années de suite, on a fait des sondages. Mais par contre, le site n'est pas entièrement fouillé, donc il y a encore des vestiges. Donc on évite de dire où c'est pour éviter qu'il y ait des pillages. Parce que du pillage, il y en a plein. Ça, c'est aussi des gens qui détectent, des gens qui vont en forêt de Sénart, qui vont creuser des gros trous pour trouver des choses. On a été confrontés à ça il y a quelques années. Et on parle beaucoup de pillage en Italie, on parle beaucoup de pillage dans plein de pays, au Pérou, en Grèce, voilà. Mais en France, il y a beaucoup de pillages. Il y a une banalisation de la détection. eBay a fait du mal beaucoup. On peut trouver, acheter plein d'objets qui proviennent du sous-sol. Et de temps en temps, on voit des messages des gendarmes, des douanes qui arrêtent certaines personnes et qui ont des centaines, voire des milliers d'objets chez eux et qui ont revendu et tout ça. Malheureusement, l'objet, il provient du sol. Le sol, c'est une succession de couches. Et ces couches-là, c'est comme des livres, c'est comme des pages d'un livre. Si vous creusez à l'intérieur, vous traversez, vous détruisez ces pages. Et donc vous ne comprenez plus rien après. D'où l'importance que ce soit préservé, qu'il y ait des gens spécialisés qui puissent y aller, qui puissent... Après, il ne faut pas non plus que ce soit trop une chasse gardée. Nous, en tant que bénévoles, on a du mal actuellement à obtenir des autorisations de fouille. Ça s'est tellement professionnalisé. C'est un peu l'effet de boomerang. À un moment donné, l'archéologie a débuté par le bénévolat, et quelques scientifiques, quelques érudits, quelques prêtres, quelques personnes, voilà, des érudits. Après, donc, ils sont aidés de bénévoles, et au fur et à mesure, après, ça s'est professionnalisé, et maintenant c'est très professionnalisé. Du coup, nous, en tant qu'association, on a un peu de mal. Pour la petite histoire, à Étiole, l'église d'Étiole était en train de se casser un peu la figure. Du coup, il y a une opération de restauration. Donc ils ont creusé au pied de l'église, ils sont tombés sur des squelettes. Il y avait des archéologues qui étaient là avec eux, plus ou moins avec eux. Donc il y a eu pas mal de squelettes qui ont été détruits, parce qu'ils n'ont pas été mis au courant, etc. Et au mois d'octobre, il y a eu un problème de budget. Ce qui fait que les archéologues ne sont plus revenus sur le terrain. Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Non, mais les travaux ont continué. Oui. Donc les sépultures ont été détruites. Et c'est des sépultures qui dataient plus récentes du 18e, 19e, mais d'autres plus anciennes, peut-être sûr du 14e, peut-être du 10e siècle. L'argent. C'est compliqué, c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est sûr. Et donc dans le bois des Préaux, donc, a été trouvé donc, 2 bâtiments, c'est 2 bâtiments qui se touchent, et dans le grand bâtiment, il y a une descente, une ouverture qui va peut-être descendre dans le bâtiment. Et ce bâtiment, donc il n'y a rien en surface, hein. Tout ce que je vous dis, c'est ce qu'on a vu en retirant la terre, et on trouve les fondations des murs du bâtiment. Et dedans, dans le bâtiment cuivreux, des outils en fer,
verrou, il y a tous les objets. Là, vous avez la fouille. Un des trois sondages. Un des 3 sondages pour les 3 ans, 3 années. Vas-y, tu peux poursuivre. Et en haut, là, dans l'autre sens, tourne encore. Voilà. En haut, vous avez donc du matériel cuivreux, un alliage cuivreux, cuillère, bracelet, outils de chirurgien, non, d'ophtalmologiste. Avec un problème. Et en dessous, vous avez des aiguilles en os qui ont été travaillées, qui ont été faites. Par contre, il y avait de très nombreux fragments de céramique, et certains provenaient d'Angleterre, d'Allemagne et d'Afrique du Nord. J'ai même entendu dire qu'à l'époque romaine, il y avait peut-être ici un atelier de fabrication de fausses monnaies. Fausses monnaies? Ouais, à l'époque romaine. 3e, 4e, l'Empire va vraiment pas très bien. À Châteaublot, donc c'est après Nangy, entre Nangy et Provins, Châteaublot c'est une ville romaine avec un sanctuaire des eaux, avec 1 ou 2 temples, des fanums. Et au 3e, 4e siècle, c'est le centre névralgique de la production de la fausse monnaie en France. Un des gros centres. France, carrément? Oui, c'est vraiment un gros centre. Il y a peut-être, mais c'est vraiment ils ont trouvé en plus tout le matériel pour pouvoir fabriquer effectivement la fausse monnaie. Et nous, on a trouvé des éléments qui correspondent au faux monnayage. Donc, ce qu'on appelle des petits boudins. Ils partaient d'une barre en bronze, en alliage cuivreux, ils coupaient cette barre et ils en faisaient des petits boudins. Et après, qu'ils pouvaient écraser, chauffer, écraser et estamper. Et nous, on a trouvé ces boudins qui avaient le même poids chacun. Donc, ça, voilà. Peut-être qu'il y a eu effectivement, mais il y a les traces de faux monnayage ici. Ce village, Saint-Germain, il est vraiment étonnant. Son histoire est très riche. Mais cela ne s'arrête pas là. Il faut vraiment que je vous parle d'une découverte que j'aurais adoré faire, celle de la nécropole de Chambellan. Sous les pavillons du Pré Saint-Germain. Là. Il y avait un important cimetière. Voilà son histoire. C'est encore une de mes très vieilles ancêtres qui a découvert tout un ensemble de tombes et d'objets dans un champ appelé Chambellan. Alors Chambellan, ce qui est intéressant, c'est qu'on remonte les cartes très anciennes. C'est pas Chambellan. Je ne me rappelle plus du nom, mais c'est pas Chandelan, le champ de la douleur. Ce nom a été certainement donné au moment où les gens ont commencé à creuser et à s'apercevoir qu'il y avait des sépultures. Donc, au début, cela l'a vraiment embêtée, car elle n'arrivait pas à creuser librement ni à attraper les vers de terre. Mais petit à petit, elle a découvert de véritables merveilles, tellement inestimables que 200 d'entre elles font actuellement partie des collections du musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye. Les fouilles ont eu lieu vers 1860. À cette époque-là, donc là, les céramiques que vous voyez, donc là, la chorale que vous avez en haut, c'est une représentation par rapport aux textes qui ont été écrits à l'époque de découverte de crânes avec des céramiques autour, noires et rouges. Et en dessous, par contre, vous avez des photos de céramique qui proviennent des collections de Saint-Germain-en-Laye. Donc c'est 200 objets qui ont été légués par l'archéologue de l'époque au musée de Saint-Germain-en-Laye. Et nous, il y a quelques années, plusieurs dizaines d'années, on a réussi à racheter une partie qui était en vente d'objets de Chandelan, en dehors des 200 objets, hein, ça ne provenait pas du musée de Saint-Germain-en-Laye. Donc ils sont en vitrine dans la salle d'exposition, pour les voir. Il y a de la céramique, il y a du verre, différentes choses. Donc voilà, donc, il faut savoir que ce site archéologique a permis à Saint-Germain-les-Corbeilles d'être très connu dans le monde scientifique au XIXe siècle, au point qu'une période de l'histoire a été nommée l'époque Chandelienne, en référence au site de Chandelin. Alors depuis, ça a été abandonné, mais dans les textes, on retrouve ça. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment une époque chandelienne par rapport à cette transition. Cette nécropole, elle date de la fin de l'Empire romain et le début de l'époque mérovingienne. Du coup, c'était une époque qui était mal connue par les archéologues, et ils ont donné ce nom-là à ce moment-là. Après, c'est devenu l'époque mérovingienne, mais voilà. Enfin, le bas empire et l'époque mérovingienne. Recentrons-nous sur le cœur du vieux village, car j'ai encore de nombreux trésors à vous faire découvrir. En face de la mairie se trouve l'église Saint-Germain-Saint-Vincent, une très belle construction du XIIe siècle, restaurée au XIXe par la famille d'Arblay, suite à l'effondrement du clocher en 1793. Vous savez pourquoi, enfin, c'est une hypothèse, pourquoi le clocher serait effondré? Est-ce que vous savez? Une Les cloches.
Parce que il y a deux cloches, c'est ça, deux cloches qui ont été démontées pour être fondues. Et à la suite de ça, ça aurait déstabilisé le bâtiment et l'édifice, et donc le clocher serait tombé. Par contre, il est tombé quasiment tout droit. C'est ça qui a sauvé l'église. Lors de la restauration, sa façade était ornée de statues modelées par Elias Robert, et le clocher campénard a été édifié à la place du porche qui précédait le portail occidental. Une autre de mes aïeules a fait de nombreuses recherches ici, mais elles sont restées longtemps secrètes par peur que d'autres taupes ne viennent. Elle n'en a parlé que vers la fin de sa vie. Ce lieu la faisait vibrer. Elle était très émue de côtoyer tous ces grands personnages enterrés ici. Et elle passait de longues heures à admirer les superbes vitraux. En plus des squelettes, ce sont des pots à cuire, ancêtres de nos casseroles, qu'elle a mis au jour. Des coquemars à décor peint rouge du XIVe siècle qui ont servi d'encensoir. Cet édifice classé au monument historique depuis 2021 contient de nombreux trésors. C'est bien 2021 quoi. Je sais plus. 2021. Contient de nombreux trésors, des vitraux du XIIIe siècle et de nombreuses pierres tombales des XIIe au XVIIIe siècle. Les poteries découvertes par Lucie sont quant à elles introuvables. Donc là, ce ne sont pas... Donc les poteries, elles sont là en photo. Là, donc ce sont des coquemars. Coquemars, je m'en rappelle, c'est comme ça commence par un C, ça veut dire qu'il y a une anse. Sinon, l'autre, ça, c'est une houle. Ça comprend la même chose, mais il n'y a pas d'anse. Houle ne commence pas par un C, donc il n'y a pas. C'est un pot à cuire, comme tout à l'heure. Sauf que là, 1er et 4e siècle, là on est 12, 14e, décor peint à la main, le même que je vous montrais tout à l'heure. Et là, ces petits pots-là, donc ils s'en servaient pour réchauffer des aliments, mais en contexte funéraire, on les trouve avec des trous. Et dedans, vous avez du noir. On a encore des traces de fumée. Pourquoi? C'est parce qu'ils mettaient de l'encens à l'intérieur. Et donc ces poteries-là étaient soit attachées entre elles et servaient d'encensoir lors des cérémonies, soit les pots étaient mis directement dans les cercueils. Et on en trouve, celles-là ont été trouvées parce qu'elles accompagnaient le mort. Celle-là vient d'Étiole, parce que nous on a fouillé l'église d'Étiole en 1993, pas nous, le Gérard, pardon. Celle-là, elle provient de Saint-Spire. Alors celle-là, c'est un coquemar, mais il lui manque son anse. Il faut me croire, juste. Et on retrouve les trous. Et donc ça, c'est le 12e siècle, c'est ça à peu près 12-14. Et c'est à peu près aussi la même époque, je ne suis pas très bonne en histoire, de la construction de l'église, non? Pas du tout, bien avant. C'est ça, ouais, l'église. Ouais, ces deux céramiques ont été trouvées dans les tombes. Là, ces deux céramiques-là. C'est le même type de céramique. C'est pour ça que je vous ai montré celle-là. Par contre, effectivement, on sait pas, enfin, moi je ne sais pas où elles sont, et elles ne sont pas dans l'église en tout cas. Les corps qui ont été enterrés dans l'église appartiennent principalement à des prêtres, à des seigneurs, comme Pierre le Teinturier le Vieil, décédé en 1216, dont on voit la pierre tombale, ici. Et Loïs Tillet, décédé en 1516. Donc là, il y a le couple qui est marqué, mais je crois qu'il n'y a que le mari qui était enterré dans l'église. Et un écuyer. Et un écuyer, donc cet écuyer, il s'appelle François Bastonneau. Et il a été tué par les Espagnols qui attaquaient Corbeil en 1590. Pour la petite histoire, il est intéressant de noter que la cloche qui se trouve actuellement dans l'église provient de celle de Saint-Pierre-du-Perron. Elle pèse 390 kg et comporte l'inscription IHS Maria. De cet édifice, aujourd'hui disparu, donc l'église de Saint-Pierre, on ne connaît que peu de choses, mais il existe 3 gravures du XVe siècle sur lesquelles elle est représentée, ainsi que le château, malheureusement aujourd'hui rasé. Donc là, en haut, c'est une illustration de la bataille des Espagnols sur Corbeil, et à la fin, on le fera circuler. Et en bas, on a la représentation du château qu'il y avait à Saint-Pierre, dans le parc François Mitterrand, et à gauche, l'église, d'où vient la cloche de Saint-Germain. Tout est lié quelque part, c'est vraiment intéressant. Il y a une continuité, pas tout le temps, mais il y a vraiment des choses.
Donc le château est entouré de fossés avec 3 tours d'angle, un pigeonnier et 2 ponts. En parcourant les rues du village, donc voilà, là on voit le château en dessous. Là, voilà. Le château avant sa destruction, enfin avant, il a été occupé par les Allemands, il me semble. Après, il a subi effondrement. Il y a eu même un enfant, je crois, qui est décédé. Et il y a eu... Ouais, c'est pour ça qu'ils ont la case. Les toitures ont été volées. Les voitures ont été volées, que les toitures. Ah, tout c'est... Ouais. Mais c'est vraiment dommage, hein, il est vraiment très très beau. Il a brûlé. Et il y a eu un incendie aussi. Et après, il a été rasé. Mais l'église a disparu à quelle époque, l'église de Saint-Pierre? La Révolution, je crois. J'ai pas trouvé d'infos. D'accord. Moi, J'ai je crois pas- que c'est à la Révolution. Ouais. J'ai pas trouvé d'infos sur la destruction de l'église. Ce qui marque, j'avais un article qui disait qu'il y avait des corps qui flottaient dans les douves du château. Et peut-être qu'à un moment donné, ils l'ont désacralisé ou l'ont, je sais pas. Enfin, j'ai pas d'infos dessus. J'ai pas de- En parcourant les rues du village, on pourrait oublier que non loin de l'église, il y a un château. Et oui, un château du 19e siècle, ce n'est pas rien. Lorsque l'on passe devant l'entrée du parc, eh bien, nous remontons encore le temps, car nous nous trouvons devant l'entrée du domaine du XVIIe siècle. Donc seuls subsistent les 2 constructions à gauche et à droite, les pavillons d'entrée. Le château, lui, il a disparu. Pourquoi? Enfin pourquoi? Il était à l'emplacement du château actuel 19e. Donc derrière ces grilles se cachent de nombreux vestiges. Le château actuel date du XIXe siècle et je me rappelle encore les pas d'un des derniers propriétaires de ce domaine, M. Stanislas d'Arblay, qui arpentait son parc et qui conservait de nombreux documents d'archives inestimables. Elles sont maintenant conservées aux archives départementales de l'Essonne à Chamarandes. C'est sous ce château que se trouvait donc, celui édifié au XVIIe siècle que l'on retrouve sur des gravures anciennes. Il paraîtrait même que des départs de souterrains se trouveraient dans des caves, légende ou réalité, je n'ai toujours pas réussi à y rentrer. Par contre, plus bas dans le parc, je me suis cogné à de nombreuses pierres qui pourraient faire partie du château des Cocatrix, datant du XIVe siècle. Tout en bas, il y a un grand mur d'où les propriétaires devaient contempler la Seine, ainsi qu'une glacière qui servait à conserver la glace récupérée en hiver dans les mares, afin de conserver les denrées périssables et confectionner des sorbets en été. Quelle richesse! Un peu plus loin, elle a fait d'autres découvertes. Maintenant, ici, c'est une résidence, mais en 1986, au lieu dit Le Pivot, c'était encore un champ. Ce jour-là, des engins de terrassement sont arrivés pour décaper la terre arable, pour faire une tranchée et y poser de gros tuyaux en ciment. Alors, avant que les dents de la pelleteuse ne grignotent le sol, je l'ai scruté et j'ai remarqué qu'il présentait différentes couleurs. C'est là que je devais creuser. J'ai alors découvert une quantité importante de pierres et des objets datant du Moyen-Âge, mais faute de temps avant les travaux, je n'ai malheureusement pas pu tout explorer. Ce qu'elle a découvert, c'était en fait un trou rebouché avec des déblais et des poubelles de l'époque. Au Moyen-Âge, certains murs étaient constitués de terre. Donc là, c'était du torchis, mais au Moyen-Âge, souvent, c'est du pisé. C'est-à-dire que c'est entre deux planches, ils font couler un mélange très liquide de terre, mélangé aussi à de la paille, mais c'est beaucoup plus liquide que ça. Ça, c'est mou, on le prend et on le jette, et ça rentre entre les branches du caillonnage, et après on lisse légèrement la surface. Alors que le pisé, on coule entre deux planches, ça fait comme un ciment. Et donc ce trou, ce trou a servi de carrière, et après il a servi de dépotoir. C'est pour ça elle avait trouvé effectivement des vestiges de l'eau. Maintenant, je vais vous parler de mes dernières découvertes, que j'ai faites le long de la mairie de Saint-Germain, la mairie de Saint-Germain. Les travaux d'embellissement des abords de la mairie et de l'église ont eu lieu en octobre 2020, et tout ce raffut a attiré mon attention. Je me suis aventuré sous la route et les trottoirs, et c'est là, juste avant que les ouvriers ne cassent le ciment, que je suis tombé sur des ossements. Je me doutais qu'ils devaient être assez anciens. Les ouvriers qui les ont découverts, donc là on a les photos prises par la gendarmerie. Les ouvriers qui les ont découverts ont contacté la gendarmerie, puis un archéologue, et les travaux ont été momentanément suspendus, en attendant l'enquête de la maréchaussée et l'analyse du service régional de l'archéologie. Ils ont conclu à l'ancienneté de la sépulture et à la présence à cet endroit d'un cimetière aujourd'hui disparu, et les travaux ont pu reprendre. Donc ça n'a pas nécessité une fouille. Par contre, ça a été vu sur les plans, comme quoi il y a, alors, je ne sais plus les plans du XVIIIe siècle, comme quoi il y avait un ancien cimetière sous la mairie, et les travaux ont repris. J'ai voulu en savoir plus sur le patrimoine de la commune, et je suis parti en direction de la place du marché. Un peu avant l'ancienne ferme du marché, je n'ai pas pu continuer, car la terre avait laissé place à une énorme quantité de fragments de tuiles et de briques que je ne pouvais traverser. Je venais de découvrir les déchets d'une tuilerie.
La Tuilerie du Vieux Marché était située à l'angle de la rue de la Tuilerie et de la rue du Vieux Marché. Elle a été fondée au XIIIe siècle. J'en reviens pas. Donc j'habitais juste à côté, moi, dans la rue du Vieux Marché. Et elle a fonctionné jusqu'à la fin du XIXe siècle. Puis les bâtiments ont été transformés en une petite exploitation agricole de 1900 à 1960. Et ensuite, elle est devenue un lieu d'habitation, encore actuellement, jusqu'à nos jours. Vers 1868, la Tuilerie comprenait 3 fours. Et c'est là où c'est important, parce que 2 fours avaient une capacité de 30 à 40 000 pièces. C'est énorme. Et un plus petit qui a été édifié donc, vers 1868 de 6 000 pièces. Et elle employait de 12 à 14 ouvriers, dont 2 enfants en dessous de 16 ans. Voilà. Enfin, je vous passe les détails. Et il existait donc un autre endroit. Ouais, allez au travail, allez hop, au boulot. Et donc il existe encore, il y a 2 autres endroits, mais il y en a un qui est marqué dans les textes, mais un autre qu'on connaît un peu mieux, c'est celui de Villouvette. À Villouvette, donc il y avait les 2 bâtiments, les 2 façades de bâtiments anciens qui restent, et derrière il y a des constructions, enfin associées à des constructions nouvelles. C'était une ancienne tuilerie. Donc j'aimais bien m'aventurer dans cet endroit car je pouvais me faufiler dans un dédale de tuyaux cassés. Donc là, j'ai représenté la petite taupe en train de se balader dans les tuyaux. L'usine à tuyaux et tuileries de Villouvette a été construite en 1857. Il y avait 2 bâtiments à étages suivis de constructions de plein pied. Leur extrémité était réunie par un bâtiment sans étage. Donc ça faisait un U. Et au bout du U, il y avait les fours qui étaient là avec les cheminots. Tout ça, ça a été rasé. Donc la fabrication principale consistait en tuyaux de drainage. En tuyaux de drainage. Ça me dit quelque chose. J'ai un truc à vous montrer. Donc voilà les tuyaux de drainage qui parcourent toute la plaine. Un peu partout. Et les tuiles, elle ne vient pas de là, mais c'est le type de tuile. Donc tu le plates, tu la... On faisait ça en bois. Avec un petit... je ne me rappelle plus du nom. Un petit tenon, un petit... voilà. C'était fait en... Type de tuile. Là, c'était comme les tuiles, quoi. C'était fait en poterie. Dans les champs, donc si on prend de la hauteur, donc là vous pourrez le voir après, il faut nous croire sur parole. Là c'est une vue aérienne et on voit des traits verts sur ce champ qui est un peu jaune. Et les traits verts correspondent au drainage d'un champ en arête de poisson. Il y a quelques années, j'ai vu se regrouper des habitants non loin de ces bâtiments. Ils étaient là pour commémorer la mort de soldats américains suite au crash de leur bombardier. Suite au bombardement. Ils étaient là pour commémorer la mort de soldats américains suite au crash de leur bombardier le 13 août 1944 lors du bombardement de la gare de Corbeil-Essonnes. Un moment très émouvant. Donc là, il y a une photo d'un B-17. Et bon, je me suis amusé à retrouver un son d'un B-17. Depuis toutes ces années, j'ai fait tellement de belles découvertes. C'est vraiment incroyable. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas de la céramique romaine que je trouve, mais du plastique. C'est bien triste. Et voilà, mon histoire est terminée. Enfin, pas vraiment. Mais il est temps de nous quitter. J'aurais encore tellement de choses à vous dire. J'aurais pu vous parler du village de Moriaco-Villa, à la Tour-Maury, qui fut certainement l'ancêtre du village de Saint-Pierre-du-Perret, ou du site gallo-romain de la Chardonnière, avec sa cruche intacte, sortie du sol, avec une bêche, fourche-bêche. Elle était cachée. Les archéologues qui ont fouillé ce matin-là ont planté leur bêche, ont soulevé la terre. Et c'est pas cassé. C'est une des seules pièces qui est intacte qu'on a trouvées. Parce qu'en général, on fouille les poubelles. Des fours de potier, rue de la Poterie à Corbeil-Essonnes. Des tranchées de la Première Guerre mondiale en forêt de Sénart, de la mode féodale,
Non, c'est bon, c'était bon. Non, t'étais bon. Ouais, c'était bon. De la motte féodale à côté de la ferme de Varâtre. Alors celle-là, elle est en forêt de Sénart. Et donc celle de toute beauté près de Brunois. Il y a une très belle motte féodale en forêt de... La motte féodale, c'est l'ancêtre du château fort. C'est une butte de terre avec un fossé circulaire autour. Et au-dessus, il y avait une tour en bois, qui est devenue une tour en pierre et qui est devenue le donjon. Des chevaliers de Saint-Spire avec des traces d'épée ou de hache sur le crâne. Et du sarcophage en calcaire avec son brancard. Ouais, c'était bon. Et du sarcophage en calcaire avec son brancard constitué d'os humains. Alors, le sarcophage, il est à Saint-Spire. Quand vous rentrez, c'est dans la première chapelle à droite. Le sarcophage est là, et c'est nous qui l'avons découvert lors des fouilles qu'on a effectuées à Saint-Spire. Et lors de la découverte, il y avait un corps qui était posé sur les olos. On voit en photo. On ne voit pas le corps, mais on voit des nombreuses découvertes d'outils en silex le long de l'Yerre, de la découverte d'une partie d'un sol de château en carreau vernissé du XIVe siècle à Comble-la-Ville. Mais voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Peut-être une prochaine fois. Et dans 50 000 ans, on trouvera quoi? Des plastiques. Non, parce que le plastique il se détruit. Des bifaces? Alors, ce qui est dur à dire, c'est que le plastique se détruit, sauf que les particules de plastique restent. C'est-à-dire que le plastique change d'état, mais il pollue le sol, il pollue la mer, il pollue... Lorsqu'il pleut, on reçoit du plastique sur nous, lorsqu'on mange, on mange du plastique. Le plastique est maintenant partout. C'est une catastrophe. Je ne vais pas parler d'écologie, mais en gros, c'est vraiment... Les particules au pic du midi. Ouais. Non mais c'est fou. Au plus haut sommet, au fin fond de la Terre, le plastique, il y en a partout. Alors qu'est-ce qu'on trouvera? Si, on va retrouver du béton, on va retrouver Ah si on creuse. on va retrouver du verre, on va retrouver... Si on creuse. Et si on creuse, on retrouvera aussi les vestiges romains. On retrouvera... Et il en reste encore. Non, Là- non, chez nous, si vous voulez, moi j'ai eu l'occasion, avec mon travail, de travailler à Saint-Germain Mhm. pour faire la liaison téléphonique entre le central téléphonique et Corbeil. Ouais. On a enlevé les pavés de la rue, La voie royale. la voie royale. Ces pavés, j'en ai plein devant chez moi, j'ai fait toute une allée, puisque j'ai pu les récupérer. Et j'ai dit, le jour où il m'arrivera quelque chose à ma femme, je donne ces pavés à la ville. Ah, faudra- Oui, parce que... Parce que c'est tous des pavés, ils ont été marqués par les roues des... Tout à fait. Pour la petite histoire, nous, au mois d'octobre jusqu'au mois de décembre, avec les archéologues de l'ONF, on a fait une prospection à Étiole, dans l'ancien parc de la marquise de Pompadour. Et donc pendant ces 3 mois, on a parcouru donc, ce parc, alors qui est plus trop grand, parce qu'il y a une grosse partie qui a été construite, sans fouilles, sans... Enfin voilà. Mais ils ont quand même conservé au sol l'emplacement du château. C'est un château qui date du XVIIIe siècle, 17-18e, et qui a été vendu et démonté en 1908. Le propriétaire de l'époque ne pouvait plus l'entretenir, il semblerait, il a été mis aux enchères et il a été entièrement. Par contre, le parc comporte encore tous les aménagements de l'époque. Donc il y a les allées, il y a les carrefours, il y a des fontaines, il y a tout un réseau d'aqueducs souterrains, il y a tout un... C'était super. Enfin, voilà, et l'archéologie, elle n'a pas de limite dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a des archéologues qui actuellement fouillent en Ukraine dans les fosses communes. Parce que l'archéologue a une façon de fouiller qui est différente d'un messagégiste ou de quelqu'un d'autre. L'archéologue est minutieux, l'archéologue a une certaine technique qui permet... On est des enquêteurs, on est des... Enfin, voilà. Il documente ce qu'il détruit, parce que creuser, c'est détruire, donc il faut documenter, c'est ça par Et étapes. c'est dommage parce que tout le reste des pavés, il y en a encore plein. Ça a été remplacé par du macadam. On a mis du macadam pour descendre jusqu'à Corbeil. Et moi j'espère que ça vous a plu. C'était une première pour moi. Donc, Bravo. Merci. Moi j'ai raté le début, mais du coup vous êtes professionnel ou vous êtes bénévole? Non, J'ai pas bénévole. compris. Bénévole, hein, d'accord. Donc moi je suis président du GERAM, l'association archéologique de Saint-Germain, qui existe depuis 1988, une vieille association.
Moi, ça fait 6 ans que je suis devenu président. Avant, c'était Daniel qui est en question, c'était Daniel Gérard qui était président de l'association jusqu'à présent. Il y avait Didier Pro avant. Et voilà, on continue. On ne fait pas beaucoup de fouilles. Ce que je disais tout à l'heure, on n'est plus autorisé à faire de fouilles pour différentes raisons. Il y a aussi la professionnalisation du métier. Par contre, on fait des opérations de prospection. On a aussi pas mal de choses, nous, dans ces fouilles qu'on a encore à rédiger, on a encore des écrits à faire. Ça prend beaucoup de temps. Parce qu'entre la partie terrain qui prend du temps, mais la partie en atelier, en laboratoire, elle prend 3-4 fois plus de temps. Donc, et là, ça intéresse moins de gens. Donc c'est plus... On fait plus de fouilles au titre du Gérard. Ouais, on participe. L'année dernière, et là cette année encore, on a fouillé le sondage pendant une semaine à Milly-la-Forêt sur les fondations d'une baraque du camp d'entraînement des Zouaves qu'il y avait à Milly-la-Forêt lors de la Première Guerre mondiale. Et donc, alors ce qui est intéressant, moi, mon papa qui est là, une partie de ma famille vient de Milly-la-Forêt, et arrière-grand-oncle un des deux qui était des Zouaves. Mais il n'a pas été dans ce centre de formation, mais voilà, c'est marrant l'histoire des fois. Et à Saint-Pierre-du-Perret, il y a une association aussi comme ça? Non, il y avait nous à l'époque, on nous. était sur les deux communes. Et puis parce qu'on a fouillé à Saint-Pierre, à la Tour-Maury, on a fouillé pendant 7 ans ou 8 ans. Autour de Saint-Pierre. Donc j'ai des heures encore à vous dire, à vous parler sur Saint-Pierre. Oui, on va arrêter, mais non, c'est... Mais il n'y a pas de musée. Pardon, vas-y. Vous aviez fait une très belle exposition à la Tour d'Auby, on avait reconstitué un camp gallo-romain. Je sais pas, c'était au moment de Maastricht parce qu'on avait découvert le squelette de la jeune d'une jeune femme, il fallait lui donner un nom, je me souviens. Et je sais pas finalement comment elle s'appelait, parce qu'on avait dit... Non, on n'a pas donné de nom, non, on ne peut pas donner de nom à des gens. Il n'y a pas de cartoumane, il n'y a pas de... Voilà, oui, mais comme on a dit, il y avait Lucie, il fallait peut-être trouver un nom pour ça. Et à Saint-Pierre-du-Perret, donc il y a une occupation de l'âge du bronze, il y a une occupation gallo-romaine, et il y a un village du Moyen-Âge. Donc un peu la même chose que la butte de Gravois, et c'est pour ça que je disais que ça se trouve, c'est l'ancien du village de Saint-Pierre-du-Perret. Mauriaco Villa, dans les textes, on sait qu'il y avait une église. On n'a pas trouvé, on n'a pas fouillé entièrement le village. Le village, on l'a fouillé à moitié. Parce qu'il y a une grosse partie qui se trouve sous le golfe, sous les buttes de terre, théoriquement préservées. Si un jour le golfe disparaît, les terrains peuvent être tous constructibles, donc il faudra être vigilant. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est à Saint-Germain-les-Corbeilles, à la butte de Gravois, dans la villa romaine, il y avait la très belle cave qui est en photo tout à l'heure, qu'on vous a montré. Et ben, cette cave aurait dû être conservée. Et un mois après la fouille, en 1988, on s'est aperçu que le promoteur avait remblayé et malheureusement la cave est sous une maison. Dans quel étage, je ne sais pas. Les promoteurs n'ont pas d'obligation sur le premier coup de pelle d'appeler quelqu'un. Voilà, c'est seulement s'ils trouvent quelque chose, non? Alors, découverte fortuite. La découverte fortuite, elle embête énormément. Elle va bloquer le chantier. Elle va plutôt pas le dire. Donc ils ne disent pas. Ça Corbeil actuellement? Non, actuellement non. Actuellement sur la place du marché. Il y a eu des archéologues il y a un an qui sont venus, mais par contre ils n'ont pas pu fouiller. C'est-à-dire qu'ils étaient là au soutien des ouvriers, donc ils étaient derrière la pelleteuse. Donc dès qu'il y avait quelque chose, ils disaient oh stop, là ils pouvaient descendre, ils photographiaient, mais il n'y avait pas de fouille. Ah, c'était pas des fouilles? Si, c'était de la surveillance archéologique, c'était des fouilles ponctuelles. Mais en gros il aurait fallu tout décaisser. Voilà. Mais ça aurait pris beaucoup de temps. Après. Et après, ce qui s'est passé, c'est que la mairie de Corbeil a décidé aussi dans le projet de mettre une fontaine à l'endroit où c'est pas encore terminé. Mais la fontaine, ça descend, je crois que ça descend à plus de 3 mètres ou à 5 mètres de profondeur. Du coup, ils vont casser des vestiges. Et là, l'archéologue qui gère a dit non, je peux pas vous autoriser à faire ça. C'est pour ça. Alors après, le problème, des fois, ça prend trop de temps, c'est l'administration, c'est un peu compliqué. Les fouilles auraient dû être faites dans la foulée. Sauf qu'elles vont être commencées, je crois, au mois de mars. Juste à l'emplacement de la fontaine. Ouais, de la future fontaine. Donc il y a quand même un suivi. Après, il y a plein de sites, je peux vous parler, il y a plein de sites qui sont détruits tous les jours, ça c'est sûr. Mais quand les ouvriers tombent sur un truc... Ouais, ils le disent pas, il y a encore quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur des squelettes, et là le gars il a dit vas-y on fouille tout. Alors un squelette c'est pire, parce qu'un squelette normalement,
on n'est pas capable de savoir, enfin, quelqu'un qui creuse, un ouvrier, il n'est pas capable de savoir à l'époque. Ça peut être un décès récent. Oui, c'est pour ça. Normalement, toutes ces clôtures trouvées, tout corps doit être signalé à la gendarmerie, enfin à la police. Mais malheureusement, ils ont peur, ils ont détruit, ils passent. Et des fois, il suffirait. Nous, on a fait le sol là, du château que Véronique vous a montré à la fin, on l'a fait en 2 jours. C'est-à-dire qu'en 2 jours, quelqu'un nous a appelé, ah, sous une maison, dans les fondations, on trouve des carreaux du XIVe siècle. On a appelé les archéologues, est-ce qu'on peut le faire? Oui, vous pouvez. On y est allé. En 2 jours, on avait nettoyé, photographié, relevé, prélevé, et après, ils ont pu construire. Donc, notre intervention, elle gêne personne, entre guillemets. Sauf que maintenant, donc ça, c'était il y a très longtemps, mais maintenant, c'est plus possible. On a demandé pour Étiole, pour essayer de voir si on ne pouvait pas aider et éviter que ces sépultures soient détruites. Bah, on nous a dit non. Les UFM ne voulaient pas qu'on cherche un peu. Ils nous disaient ramasser des champignons, mais n'allez pas à tel endroit à l'UFM. Je ne sais pas, parce que l'UFM, le parc, c'est un parc de château du XVIIIe siècle. Oui. Mais avant, il y avait fait... Avant, c'était une abbaye. Non, c'est un... L'UFM. Oui, mais elle est du XIXe siècle. Mais avant, elle est attenante à un château. C'est le château des Audes, je crois. Il est au-dessus. Comment? Il est au-dessus. Le château, il est un peu plus haut. Non, il est dans les bâtiments. Vous avez les bâtiments. Vous avez des bâtiments de l'UFM, et dedans, à l'intérieur, il y a le château qui est dedans, qui est inclus dans la maçonnerie. Ouais. Il y a 4 châteaux sur Étiole. Château des Coudray, château d'Étiole, château des Audes et château dessus, je sais plus. Enfin, je sais pas tout. Ah non. Ok, ben merci en tout cas. Merci. Je peux me permettre.